Lundi 9 septembre 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Comment allez-vous? Depuis samedi, la dernière fois que nous nous sommes croisés ici, donc c'était samedi après-midi sur Batman Arkham Knight, que nous avons enfin repris après 4 mois de pause. Et ce fut globalement compliqué, on va pas se le cacher. Ce fut globalement compliqué de reprendre le jeu, on n'avait plus les mécaniques, on était que sur des missions secondaires, il y avait pas mal de combats qui pour moi étaient déjà de base un peu difficiles je pense, et qui là l'étaient encore beaucoup plus, étant donné que j'avais plus du tout le gameplay en main, que je me souvenais plus des techniques spéciales pour être efficace et fort. Est-ce que je les ai seulement déjà su un jour? La question se pose. Quoi 9 depuis samedi. Tac. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, il était très bon. Composé que de passivité à fond, hein. Entre l'étape de Coupe du Monde d'escalade qui était bien sympathique. Pourquoi mon Wizbot Pourquoi Wizbot il a le badge The Event 2024 et moi je l'ai pas? C'est pas juste. J'en ai regardé pourtant des moments en live. Donc oui, j'ai regardé l'étape de Coupe du Monde d'escalade en difficulté, c'était cool. Je préfère largement le bloc que la difficulté. Pour le rythme et pour le fait que ça reste quand même mon domaine, le bloc. Mais c'était sympathique quand même. Il y avait... Il y avait aucun suspense chez les femmes, mais ça on a l'habitude au bout d'un moment. Yania Garnbrett défonce la compétition. Mais la surprise, c'est qu'elle n'a pas atteint la fin de la voie. Et c'est rare. Parce que en qualif, elle a topé 2 fois, donc à la dernière prise. En demi, elle a topé. Et en finale, elle a pas topé. Elle est tombée à 5 prises de la fin, quelque chose comme ça. Mais première, largement facile. Les Français s'en sont bien sortis au final. Un podium pour Samavzu, si je me trompe pas. Chez les hommes. Et ce qui fait qu'on a bien avancé sur cette Coupe du Monde 2024. J'ai passé un bon moment là-dessus. Escalade 2024. Hey! Salut Adibou! Comment vas-tu? Je me demande bien de dire ce pseudo, tiens. Adibou de Chouva. Ça n'a pas été mis à jour quoi. Nickel et toi, c'est mon vrai prénom. Ah ouais? Stylé. Très bien. Un peu fatigué, je me suis un peu couché tard ce week-end à cause du The Event. Et aujourd'hui c'était la reprise du boulot, alors les deux ensemble m'ont un peu fatigué, donc ce sera un live très tranquille et peut-être pas très long, mais on est là quand même. Et donc ton grand frère il s'appelle Adi. Hop là, hilarant. Hilarant les blagues sur les prénoms. Non ok, il a pas mis à jour les résultats de la Coupe du Monde d'escalade sur Wikipédia, tant pis. Tu fais quoi dans la vie? Plein de choses. Je bosse dans la supply chain. C'est mon premier vrai poste hormis les études que j'ai pu faire jusque-là. Et ça va être sympathique. Donc dans la supply chain en industrie métallurgique. Et toi? Avec à côté des podcasts de temps en temps, j'ai un peu de retard, des lives,
lire des mangas, regarder des films, faire de l'escalade. En gros. Si je veux mettre ma vie entière dans une noix, ça ressemblerait à ça à peu près. Voilà. Ce week-end, j'ai regardé le The Event, sinon, c'était évidemment sympathique. D'autant plus que j'avais un copain qui regardait aussi, donc on se live textait ce qui se passait et c'était cool. C'était un bon week-end, ça a pris bien du temps et c'était bien fatigant. Pas grand chose pour moi en ce moment, mais si tu veux, j'ai une blague. Ah. J'espère que tu t'épanouis en perso quand même et que tu trouveras quelque chose qui t'intéresse. Et évidemment que je veux bien une blague. Qui serait contre une blague? La différence entre un avion, un chewing-gum et la santé. Voilà. Les différences avec 3 éléments, c'est pas commun. Ouais, comme ça, j'ai pas. Un avion, ça décolle. Un chewing-gum, ça colle. Quel est le rapport avec la santé du coup? C'était une faute de frappe? De 3 mots? Ou moi, tu me demandais ma santé? Comment elle allait? Mais la transition est bizarre dans la phrase. Et quand un chewing-gum ça colle et la santé ça. Euh. Ouais, j'ai grave la ref de la blague là. Normalement, tu dis et la santé, et je réponds ça va, merci. Ah! Mince alors. Comme j'ai overreact et trop réfléchi, la phrase n'est pas sortie comme ça, donc ça marche pas très bien. Mais tant mieux si ça va. Et donc la blague, c'est de dire que ça va. Et au final, donc c'est dire que ça va pas bien, ça. C'est ça que tu veux me dire, Adi. Hop là, je dors briser des blagues. Si ça va nickel en vrai. Bon, j'aime mieux ça, hein. Je découvre Twitch. Ah ouais? Carrément? Et directement en découvrant, tu fais l'effort d'aller voir des tout petits streamers. Bah c'est très cool ça. Ça fait très plaisir, je pense, aux petits streamers de pouvoir discuter un petit peu. Je pense, hein, je dis ça comme ça, pas que si je le connaissais personnellement, hein. Évidemment. Je préfère pouvoir parler, ouais. Évidemment, les live discussions, c'est quand même un peu plus intéressant que les live gaming. On peut discuter aussi, mais c'est moins pratique. Et en plus, à moins de monde, pouvoir discuter, c'est plus pratique aussi. T'as fait des découvertes un peu cool là depuis 4 jours? Je t'avouerais que moi, hormis pour les gros événements, je suis pas très consommateur de Twitch au global. C'est plutôt rare que ça soit ça qui m'occupe ou que je mette en fond, parce que j'ai beaucoup d'abonnements YouTube, donc ça prend pas mal de temps et de place. Et sinon, c'est des films ou des séries. Parce que j'adore ça. Un speedrunner sur Spyro 1 qui s'appelle Dioman, il est excellent. Au jeu, ou en tant que Twitcher, ou alors les deux sans doute, hein, évidemment. Et voilà. T'aimes beaucoup Spyro? Parce que c'était parmi les meilleurs jeux, je pense, que j'ai pu faire en live. Parce que j'aime beaucoup les collectatons à l'ancienne comme ça. C'est très simple, mais c'est super efficace, je trouve. J'adore. Les 3 jeux de Spyro, moi, je passais à des super moments. Et en collectaton, trop bien que j'ai adoré aussi, il y a Tinykin que j'ai dû faire en début d'année dernière qui était trop cool.
qui est un peu basé sur Pikmin, mais plus un collectathon et qui est moins connu, justement. Ah, attends, je te montre. C'est toute mon enfance. Ouais, moi j'ai pas joué à Spyro dans l'enfance. J'étais pas du tout élevé chez PlayStation. Parce que pour la console, bah c'est pas vraiment moi qui choisissais. Et donc on avait une famille nombreuse, donc c'était tout chez Nintendo. Tiens, pour voir à quoi ça ressemble. S'il y a des images de gameplay, ce serait plus parlant, mais... En gros, ouais, c'est un collectathon où tu récupères plein de petits Tinykin qui te servent pour faire des fils électriques, pour faire des bombes, pour déplacer des objets. Et dans une maison qui est géante pour toi, vu que toi t'es tout petit. Et voilà, vu que c'est un jeu de plateforme exploration où il y a des trucs à ramasser, j'adore. Du coup, je surveille un peu ce que fait le studio parce qu'ils ont quand même un potentiel de fou, mais le prochain jeu ça a rien à voir. Je sais pas s'il est déjà en ligne, non. Je sais plus ce que c'est le prochain jeu, mais ça a l'air très différent. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça serait quoi ton jeu préféré, du coup, si c'est pas vraiment Spyro et que c'est un de tes préférés? Bah, après, c'est dur à trouver, c'est compliqué de sortir qu'un seul jeu, évidemment. Parce que moi, si tu me poses la question, j'aurais bien du mal à trouver un jeu préféré. Assez logiquement, ça serait plutôt les jeux de mon enfance que j'ai beaucoup fait, que j'ai beaucoup torché. Donc, ce qui donnerait, malheureusement, Pokémon Diamant et Zelda Phantom Hourglass. Que j'ai dû faire lui au moins 7 fois, je pense. Parce que j'avais pas non plus des milliards de jeux, et donc quand j'aimais bien des jeux, je faisais beaucoup. Et après, de toute façon, je suis pas le plus gros gamer du monde, c'est pas le médium que je consomme le plus, alors j'ai pas mal de retard et pas mal de lacunes. Silent Hill 2. Ok. Je suis pas très jeu d'horreur. C'est light comme horreur, Silent Hill, je crois. C'est surtout à ambiance, mais c'est mieux comme type d'horreur. Mais ouais, j'en ai jamais fait un seul, je crois. Jeu typé horreur. Mais voilà, comme je t'ai dit, je suis pas très poussé niveau gaming, donc il y a plein de jeux, plein de domaines, plein de types que j'ai pas essayé vraiment. L'horreur, j'ai jamais essayé. Combat, j'en ai très peu fait. Jeux de course, ça m'intéresse pas trop. Les jeux de tir, ça m'intéresse pas du tout. Les jeux multi, ça m'intéresse pas du tout. Et au final, bah ça commence à égrener pas mal, quoi. Un peu pour ça que j'aime bien cette aventure Twitch qui est très tranquille, mais au moins je teste des jeux un peu différents. Quand je fais pas des let's play qui durent 6000 ans. Et t'as un peu cinéma et manga sinon ou pas du tout? Et c'est plus jeux vidéo et autre chose, je ne sais pas quelle autre passion tu aurais. Et donc oui, sinon depuis samedi, hormis les skats, j'avais beaucoup regardé les The Event ce week-end en discutant avec un copain. On a passé des super moments, c'était très cool. Il y a eu beaucoup d'émulsions entre les streamers, beaucoup de trucs IRL, ils sont beaucoup invités les uns les autres pour discuter, pour faire des gros events dans l'event. Et c'était très cool à voir, parce que moi c'est plus l'ambiance et les activités qui m'intéressent que les voir hurler comme des débiles et se jeter dessus partout pour essayer de faire monter la cagnotte à la fin, c'est pas vraiment le plus fun. Parce que moi je suis quelqu'un de calme, ok? Je suis pas venu ici pour m'agiter, hein. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai également repris le boulot ce matin. Ça a piqué, le réveil à 7h, après un week-end de The Event, et après un week-end à se coucher tard. J'étais mort de fatigue, avec les yeux super lourds et abaillé tout le temps jusqu'à 11h. Depuis ça va.
Et c'est chiant, du coup, que mon corps fonctionne comme ça et que je sois fatigué de manière aussi forte pour ensuite être libre, littéralement. Et la journée était un poil longue sinon, parce qu'on était genre 20, deux je crois, à être accueillis en même temps dans la boîte. Donc ils nous ont fait cours en amphi pour nous présenter la boîte, pour nous présenter les règles de sécurité, pour nous présenter le CSE, pour nous donner des goodies, pour faire plein de trucs, signer des papiers, nous accueillir quoi. Sauf que ben c'est un peu du blabla classique et pas non plus passionnant. En étant fatigué c'est encore pire. Et dans un amphi qui est glacial comme ça, oh le combo était affreux. Euh... Ouais. Ensuite on a mangé un food truck qui était devant l'amphi, qui était moyen. Et moi normalement je mange beaucoup de choses très facilement sans être particulièrement dégoûté. Alors si j'ai trouvé ça moyen, c'est que c'était vraiment pas bon. Et ça c'est dommage. Voilà, ensuite on a récupéré les équipements de protection. Et j'ai enfin rejoint mon service. J'avais pas mon PC, parce qu'il n'était pas arrivé encore, je l'ai demain normalement. On m'a présenté le service vite fait, l'organigramme, le fonctionnement global. Et après, je suis allé voir un de mes 3 collègues qui a le même poste que moi, pour qu'il me montre ce qu'il fait. Et c'était sympathique. Sur les missions courantes, ça sera pas très dur, ça sera à peu près intéressant, donc c'est cool. En plus, c'est à une bonne distance de chez moi. Et les horaires sont plutôt cool, même si le réveil assez tôt va faire assez mal. Mais bon, on va faire avec. Voilà, mais sinon, pour l'émission, je peux pas trop dire pour l'instant parce que j'ai rien fait et que c'était pas non plus très parlant de juste voir un peu à distance qu'une après-midi. Mais pour le reste, je suis plutôt content. En plus, ça va m'aider un peu à réorganiser ma vie, à me fixer un emploi du temps pour m'y tenir. J'ai moins de temps pour être comme Komorebi, mais le temps que j'aurai sera mieux organisé. C'est pour ça que j'ai remis le programme à jour, avec aujourd'hui du blabla, la lecture du Jump et du Vampire Survivors si je meurs pas de fatigue avant. Mercredi, je crois, du blabla, des démos et Capybara Spa, qui est un vrai banger de jeu. Et samedi, Batman Arkham Knight. Il me semble que j'ai mis ça dans le programme. 3 lives dans la semaine, 2 PC, 1 console, 3 jeux différents, des démos, des discussions, le jump. Semaine au calme quoi. Voilà, sur les petits sujets tranquilles depuis samedi. On va donc pouvoir passer rapidement aux mini-critiques. Pouf. Je sais plus quand, mais depuis mon retour de vacances à la mi-août, j'ai vu le film Anti-Squat sur Canal, que j'ai trouvé extrêmement froid. Et c'est dommage, parce que c'était le but du film, d'être froid, parce qu'il nous présente un énorme bâtiment avec des résidents dedans, et non des locataires. Donc la différence, c'est qu'ils doivent travailler pour le bâtiment, et qu'ils peuvent être virés un peu n'importe quand, dès lors que la direction est pas contente de leur travail ou de leur personne. Ce qui fait évidemment un environnement super froid, alors que c'est basé sur un immeuble qui est censé être plutôt chaleureux à la base. Mais comme c'est froid, eh bien, moi aussi, devant le film, j'étais froid. Et, bah, c'est pas bien d'être froid devant un film, c'est pas intéressant, ni pertinent. Les résidents doivent apprendre à tout gérer dans le bâtiment, hein, les problèmes électriques, les problèmes de plomberie, n'importe quel problème, tout dans le bâtiment ils doivent apprendre à gérer, et ils doivent respecter en plus plein de règles sur leur origine,
sur leur caractère, sur leur démonstration de personnalité. Plein de règles de merde. Et être gentil, voilà, être gentil ne marche pas pour aider cette situation du tout, puisque même les salariés officiels de la boîte qui tient ce bâtiment se font avoir par la boîte au final. Voilà. Et au final, tout ça pour que le personnage qu'on suit, qui est une des salariées, se rende compte que ça va pas comme système du tout et fasse bouger les choses. Mais elle le fait de manière facile, et même tout le film est facile. Parce qu'on a voilà, des gens qui n'ont pas d'autre place que d'être résidents de ce bâtiment, qui se font avoir, et après ils vont bien, et ils gèrent la situation. Ça manque un peu d'âme. T'as le côté social derrière, t'as le côté politique, mais il manque un film, on va dire. Et c'est dommage. Oups. Ensuite, j'ai vu Le Petit Blond de la Casbah sur Canal. Et c'est très particulier comme film. Parce que c'est un auteur connu. Enfin, un auteur connu. Un auteur qui a fait ce film sur lui-même, qui est un film autobiographique. Je connais pas l'auteur du tout. Genre, jamais entendu parler, même son nom je connais pas, et je l'ai oublié, pour preuve que je le connaissais pas. Et pourtant, j'ai trouvé ça trop cool de suivre son histoire. J'ai vu des critiques qui disaient que c'était un peu le film de l'enfance sur l'enfance de Spielberg là, qui est eu en début d'année. Et que j'ai adoré. The Fablesman. The Fablemans. Du pauvre. Parce que c'est sur quelqu'un de pas connu et sur quelqu'un qui veut trop se faire mousser en mode ma famille était compliquée et la situation était compliquée, moi j'ai réussi. Sauf que si c'est le cas, c'est très cool de raconter sa vie et cette histoire parce que ça rend un super hommage à sa famille évidemment et également à sa passion pour le ciné. Et en plus, c'est hyper important pour l'Algérie. Autant pour l'auteur algérien qui se fait mousser que pour la représentation de la famille algérienne et de tout le bâtiment algérien qui tourne autour, qui le représente, je suppose, plutôt bien, pour la passion du cinéma en Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, où, à cette période-là, le fait de réussir à sortir français quand on n'est pas accueilli du tout. Il y a en plus une très belle présentation, je sais plus ce que je voulais écrire avec je sais plus ce que je voulais dire avec cette phrase que j'ai écrite, mais surtout une très belle évolution dans le temps, parce que on suit le voyage du personnage principal, de l'auteur, dans sa ville natale, avec son fils, 40 ans après l'histoire de base. Et donc tu vois, l'évolution dans le temps, le cinéma qui a été détruit entre temps, il est en mode ouah, c'est trop beau. Parce que le bâtiment a quand même été gardé. Parce que c'est l'identité de la ville et de l'Algérie, et c'est stylé. Voilà, et ça parle bien des difficultés dans la vie qui peuvent être très présentes. Les gens qui prennent pas au sérieux ton rêve de cinéma du tout. Les problèmes de famille. Les familles détruites en Algérie qui doivent fuir en abandonnant toutes leurs affaires et même leurs photos de famille qui tiennent à cœur depuis super longtemps. J'ai passé un très bon moment. Le film suivant, j'en avais déjà parlé un petit peu après être allé le voir. Mais on va faire sa mini-critique officielle en soi. J'ai également vu Vice Versa 2. J'aime beaucoup le premier. Et évidemment, c'est très cool, c'est très beau, c'est très coloré. C'est plutôt malin sur l'utilisation des systèmes du cerveau pour en faire des personnages et des images attachantes et marquantes. Il y a certains passages très forts, Bill Bong évidemment. Et c'est une histoire sympathique qui permet d'apprendre que mélanger ses émotions c'est quand même assez bien, parce que pouvoir toutes les contrôler c'est sympathique, plutôt que de faire il faut que ça soit joyeux tout le temps, qui limite un peu les situations et peut te bloquer dans une fausse joie qui te met mal.
Et là, le deuxième film, c'est, déjà vu. Déjà vu. Au final, ça marche moins que le premier, parce que on a globalement les mêmes idées, une ou plusieurs nouvelles émotions qui prend le contrôle du poste principal, pendant que une ou plusieurs anciennes émotions se font éjecter quelque part dans la tête et doivent revenir dans le truc central avec un Deus Ex Machina qui permettra de sauver la situation de Riley dans le vrai monde, qui est en difficulté face à un choix plus ou moins réussi. Donc, qui est dans le premier accepter d'avoir changé de ville et de changer de vie, et qui est dans le deuxième choisir entre ses anciennes amies qu'elle verra plus jamais pour faire un dernier grand adieu, ou choisir les futurs amis pour mieux se placer pour l'année prochaine. Et malheureusement, comme c'est aussi proche, comme c'est proche de la construction globale, et qu'il n'y a pas assez de changements et de nouvelles idées dans le cortex, dans tout l'univers, c'est forcément moins bien. Sans l'effet de surprise, comment tu veux faire mieux en faisant des trucs aussi proches? Alors qu'en vrai, en traitant plus et mieux de la puberté que sur 4 heures, avec beaucoup plus de changements visuels dans les émotions, sur les différents systèmes qui réalisent le cortex. Alors c'est compliqué d'en rajouter sans dénaturer ce qui a été dit avant, évidemment dans la construction globale. Mais là, il y a quand même des émotions nouvelles qui sont apparues, alors qu'ils ne sont pas dans les adultes. Il y a l'estime de soi qui est apparue. Donc il y avait moyen de jeter des trucs, je pense. Et sans doute sur un temps plus long, ça aurait vraiment mieux marché. Et même le message est pareil. Au final, le truc qu'ils apprennent, c'est qu'il faut accepter... Enfin, c'est l'inverse, c'est anxiété qui apprend que on peut pas être que anxieux, il faut d'autres émotions. Ce qui est le message du 1. C'est pas le même personnage qui l'apprend, mais ça reste proche quand même. Donc pour nous, c'est un peu relou. Par contre, c'est sympa de voir plus d'émotions, les idées sont cool, sont pas très utilisées à part anxiété, même si elle a un final étrange. Mais l'idée d'avoir des visuels, des couleurs et des systèmes de réponses différentes, ça marche bien. Et surtout, il n'y a pas le moment de drama quand même avec Billbong, et ça c'est dommage. Quitte à tout faire pareil, autant faire un moment de drama aussi, ça aurait été cool. Mais heureusement, il y a Banana Uti pour sauver le film. En vrai, j'ai dit quasiment que des points négatifs, mais c'est parce qu'il passe après le premier. Sinon, c'est un très bon film. Évidemment. Est-ce que le titre est pas un peu long, les gars? J'ai également vu La merveilleuse histoire de Henry Sugar et 3 autres contes. C'est 4 courts-métrages réalisés par Wes Anderson, qui est un de mes réalisateurs préférés. Pour l'instant, j'ai 2 réalisateurs dans ma collection de Blu-ray. Edgar Wright et Wes Anderson. Waouh, fallait chercher tellement loin. Et j'y avais réussi à rater. Réussir à rater. Il y en a un qui a été nommé aux Oscars. Là, j'hésite sur est-ce qu'il a gagné l'Oscar. Oscar 2024. Boop. Ouais. Meilleur court-métrage de fiction, c'est La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Donc le premier des 4, celui qui dure 40 minutes. Pendant que les 3 autres sont en accompagnement un peu pour le vendre et durent chacun 17 minutes. Tous viennent des écrits de Roald Dahl, que je connais uniquement pour Charlie et la chocolaterie, c'est lui? Ouais. Le reste, je connais pas vraiment. Et donc là, j'en ai découvert 4 avec ces histoires. C'est dommage. Tout est sympa. Tout est évidemment magnifique. Parce que c'est Wes Anderson, donc il y a des jolies couleurs, il y a des jolis plans, il y a des jolis parallélismes, il y a des jolis trucs très cadrés qui marchent bien. Mais, au final, avoir 4 histoires différentes basées comme ça, qui se ressemblent autant, c'est un peu dommage. Même s'il y a des beaux plans séquences avec des trucs qui bougent dans le décor pour raconter l'histoire visuellement.
Mais le problème, c'est que les 4 sont basés sur un personnage qui parle extrêmement vite, même moi je dis ça, euh, uniquement en face cam. Ah, les regards cam déjà c'est bizarre. Et donc il discute avec un personnage, et ça ils sont sur le côté de la caméra, et d'un coup il regarde la caméra pour expliquer ce qui se passe. Du genre, tu ressembles à un pingouin, dis-je. Et ça fait des ajouts trop bizarres. Alors pourquoi pas dans un pour essayer, mais dans les 4, c'est beaucoup. Et en plus, il parle autant et très vite uniquement pour raconter tout ce qui se passe à l'écran. Ce qui est l'inverse de la règle du cinéma qui est normalement montrer et pas dire. Magnifique traduction française. Et pourtant, ça marche quand même. C'est pas un banger. Et j'espère qu'il va pas faire de films qui ressembleront texto à ça. Mais l'expérience c'était cool, c'est énergique, c'est beau. Évidemment, putain que c'est beau. Et en fait, c'est comme si c'était toi qui lisais les contes en les vivant très fort et extrêmement vite, que tu tournais les pages vraiment genre brrrr. Il y a un beau casting, évidemment, qui tourne un peu entre les quelques 5 mêmes acteurs sur les 4 histoires, c'est plutôt rigolo de les voir revenir. Mais les 4 histoires sont inégales. Hein. Celle de Henry Sugar est trop cool, sur la prestidigitation, avec plein de personnages qui évoluent, avec un apprentissage, avec le poids d'un énorme pouvoir, ça marche très bien. Et le reste derrière, le signe, c'est incompréhensible. Le Ratcatcher, ouais, il chope un rat. Et la dernière, j'aime bien. Avec le serpent et son venin, qui est plutôt cool. Et donc, c'est un peu dommage au global. Parce que j'avais mis longtemps avant de me laisser tenter par le visionnage. Et comme je suis plutôt fan de l'auteur de base, bah, c'est un peu dommage si je suis pas à fond dedans. Pas une catastrophe du tout, hein, mais il y avait moyen de faire mieux. Mieux. Paf. Raté. M-A-N-G-A. Undead, tome 18. Undead Unluck, tome 18. On va en reparler très bientôt d'Undead Unluck, vu qu'il va être lu tout à l'heure dans la partie Weekly Shonen Jump avec un nouveau chapitre. Et donc là, on se remet à jour plus ou moins sur le début de cette nouvelle boucle. On termine l'arc de la guerre et on fait l'arc de l'espace en entier. Ce qui fait qu'on a 2 conclusions et une grande aventure dans le tome. Ça marche plutôt pas mal comme rythme, mais si on fait ça tout le temps, ça va être très long. Bon, je connais la suite, je sais que ça sera très long, que ça ne ressemblera pas vraiment à ça. Un peu, mais bref. Ça sert bien à mettre Billy et Phil à l'honneur, puisque c'est littéralement les deux seuls qui sont récupérés dans ce volume précisément. Et les deux marchent bien, mais malheureusement, faire les deux d'affilée et dans le même volume, c'est assez étrange, parce que les deux sont assez proches l'un de l'autre dans leur solitude en soi. Billy veut tout faire tout seul. Il n'a pas confiance en la puissance des autres, il a extrêmement confiance en la sienne. Donc c'est lui qui gère tout, c'est lui qui subit tout, c'est lui qui porte tout. Et les autres, ils sont là quoi, c'est lui qui les protège. Et Phil est tout seul. Il est né dans l'espace, avec sa mère, et plein d'autres gens dans une base spatiale. Ce qui déjà limite un peu ton monde et tes expériences sociales et sentimentales. Et en plus, tout le monde est mort à cause d'aliens. Ça fluide. Mais ça marche bien, le fait que les aliens sont attirés par les sentiments et qu'ils s'attaquent surtout à Phil, alors que Phil est censé pas trop avoir de sentiments. Ça marche bien. Et c'est important de le développer, parce que dans la première boucle, il était invisible, parce qu'il était dans le groupe des méchants et muet.
dans le groupe des gentils est muet. Je sais même pas, tellement on l'a jamais vu. Voilà. Et en plus de ça, il y a Sean et Gigi qui complètent bien. Ils sont sympas, ils veulent faire des efforts et être bien vus parce qu'ils sont très proches de Foucault ou un poids mort toute sa vie et il aimerait bien faire quelque chose enfin. C'est très sympa. Ah, et donc tous les compliments que j'ai fait sur Phil étaient bien sympathiques, mais j'ai écrit toujours pas un bon personnage car il est lisse, mais il est mieux. Et encore une fois, il est lisse de manière voulue parce qu'il est pas censé être pourvu de sentiments vu que c'est un robot et que même quand il en fait preuve après il en est dépourvu. C'est compliqué à estimer si j'aime bien ou pas. Par contre, le vrai questionnement qu'il y a, c'est comment ils peuvent faire face à aussi peu de difficultés, vu le bordel qu'ils ont en face. Une guerre, une plateforme géante qui s'écrase sur le ciel, enfin du ciel à la terre, aller dans l'espace, affronter des aliens qui peuvent absolument pas toucher, ou enfin ils peuvent pas faire de dégâts, atterrir correctement sur Terre alors qu'ils ont plus de trucs de frein. C'est facile. Ça ne doit pas nécessairement mettre autant de difficultés si finalement tout est facile. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un manga en 3 tomes, un manga en 7 tomes, un manga en 9 tomes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me reste 12 sujets. Mais de toute façon, d'ici le prochain live, j'aurai pas le temps de regarder ou lire grand chose. Donc on va les garder de côté encore. Hein. Je pense. Parce que je sens que je vais pas non plus fatiguer d'ici très longtemps. C'était pas la construction la plus simple de la phrase, mais écoute, elle est sortie comme ça. Donc on va repartir sur la partie suivante du live. Et évidemment, la lecture du Weekly Shonen Jump. Zgung.